Keller Rosenberg. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous publiez un livre qui s'appelle « Et nous sommes revenus seuls ». On va parler de votre témoignage. Vous aviez 11 ans quand vous avez été déporté à Ravensbrück avec vos deux petits frères et votre maman. Votre papa, lui, n'est jamais revenu. Vous témoignez de cela depuis de nombreuses années dans les collèges, partout à l'assablement, parce qu'un jour, vous avez entendu à la radio quelqu'un dire « Là-bas, on n'a gazé que les poux ». Et vous vous êtes révolté. Aussitôt, je ne pouvais pas supporter que l'on passe sous silence ces millions de morts. Et donc, il fallait que je parle aussi au nom de tous ceux qui ne sont pas rentrés des camps de concentration. Mais je ne pouvais pas supporter non plus ces mensonges effrontés. Donc, j'ai dit... J'étais pourtant bien timide, vous savez, à l'époque, mais je me suis dit, il faut commencer par répandre la vérité. Et je m'adressais tout spécialement aux jeunes. Parce que les jeunes sont la France de demain, c'est eux qui, plus tard, je pense, passeront le message. Et je contacte chaque année des milliers d'élèves. Vous savez, chaque année, je rencontre près de 25 000 élèves pour leur raconter. Ce qui est incroyable, un collège porte votre nom, Lily Keller Rosenberg. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je voulais simplement dire, quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a encore de l'antisémitisme, je pense à cette affaire Sarah Halimi qui suscite tant d'émotions, parce que l'auteur de ce crime ne sera pas poursuivi. Ça vous révolte ? Non seulement ça me révolte, mais je trouve que c'est une injustice. Comment a-t-on pu laisser libre cet affreux individu qui était antisémite et qui le clamait haut et fort? Il a tué cette pauvre femme après l'avoir fait souffrir pendant 2 heures, la jeter par la fenêtre en criant « Allahu Akbar ». Et puis voilà, il n'était pas responsable parce qu'il était drogué. Mais ce n'est pas une raison. Alors, donc, tous ceux qui veulent commettre des crimes aussi monstrueux, il suffit qu'ils se droguent ou qu'ils se saoulent, et puis voilà, ils seront pardonnés. Ah, moi, je suis vraiment très attristé par cette sentence. La justice n'est pas à la hauteur de la lutte contre l'antisémitisme, et c'est vous, l'enfant déporté à 11 ans, qui le dites. C'est certain, je le dis et je le dirai encore haut et fort. Et vous savez, c'est tellement important parce que, à mes yeux, vous savez, on ne peut pas mélanger. Je témoigne souvent devant des enfants maghrébins et je craignais, vous savez, au début, qu'ils me lancent des paroles immondes du genre de « on n'a pas tué assez de juifs » ou bien « c'est bien dommage que vous soyez rentrés ». Vous savez, cette crainte, eh bien, en ce qui me concerne, fort heureusement, je n'ai jamais rencontré de tels enfants. Au contraire, les enseignants me disaient, après mon témoignage, qu'ils étaient les premiers à venir auprès de moi, à me poser d'autres questions. Donc, vous voyez, je veux dire que les gens ne sont pas tous noirs, forcément noirs quand je dis noir, ça veut dire l'esprit noir, malsain. Donc, les gens ne le sont pas tous. Il y en a qui comprennent qu'il y a eu des horreurs qu'on ne peut jamais pardonner et dont il faut parler à l'infini. Oui. D'ailleurs, vous dites haut et fort, je ne pardonnerai jamais. Jamais, je ne pardonnerai. Je fais bien la différence. Je ne pardonnerai jamais aux nazis. Ce sont des crimes monstrueux qu'ils ont commis. Donc, 6 millions de juifs sont morts uniquement parce qu'ils étaient nés. On ne peut pas admettre cela. D'ailleurs, mon pauvre papa a été tué, exécuté 3 jours avant la libération de Buchenwald où il était. Et je ne pourrai jamais pardonner cela. Mais cependant, il faut ne pas garder de la haine pour tout. Je fais donc la différence entre les nazis et les Allemands. Parce que beaucoup d'Allemands étaient contre, n'est-ce pas, la théorie horrible d'Hitler, étaient contre le nazisme.
nazisme. Et ces Allemands-là étaient les premiers déportés dans les camps de concentration. Donc je n'en veux pas au peuple. Oui. Mais aux nazis, c'est certain, je le clame haut et fort, jamais je ne pardonnerai. Oui, Ravensbrück, Bergen-Belsen. Vous allez aller dans les mêmes camps que Simone Veil va connaître, que Anne Frank va connaître, que Geneviève de Gaulle va connaître, Ravensbrück, que vous allez rencontrer d'ailleurs là-bas, Geneviève de Gaulle. Oui, Geneviève de Gaulle était dans le même bloc que moi, le bloc 31 à Ravensbrück. Et donc, nous couchions dans des chalits. Et tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalit. Nous couchions dans le bas. Au-dessus de nous couchait Martha Desrumaux, une communiste pure et dure, et qui était avec Jeanne Tétart, communiste également, de grandes résistantes, vous voyez. Et au 3e étage du chalit couchait Geneviève de Gaulle avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Et je dis toujours aux élèves, vous voyez les enfants, que l'on soit juif ou catholique, que l'on soit riche ou pauvre, nous étions tous logés à la même enseigne, nous subissions tous le même sort. Oui, un sort terrible. Et vous le décrivez, vous l'appelez d'ailleurs, c'est un chapitre entier dans ce livre, l'enfer. Qu'est-ce que c'était l'enfer? Ah, certainement. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce que nous vivions. C'était déjà terrible à Ravensbrück, connu pour la dureté du camp, et les femmes travaillaient très péniblement. Maman, chaque jour, était réquisitionnée pour l'arbeit. Et donc, elle devait porter les cadavres. Elle devait porter des cadavres, elle devait creuser des fosses, elle devait travailler parfois au chasse-colonne, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Vous savez, lorsque ces déportés rentraient le soir après l'arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Donc maman a travaillé très dur à Ravensbrück, mais le camp de Bergen-Belsen était encore pire, si l'on peut dire, parce qu'à Bergen-Belsen, lorsque nous sommes arrivés, il y avait des monceaux de cadavres sur le sol qui gisaient. Il fallait les enjamber pour avancer. Et Anessès nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi, nous constations que dans ce bloc à Bergen-Belsen, il n'y avait même plus de chalit. Nous couchions à même le sol, les uns contre les autres, tout autour de l'énorme bloc. Et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Oui. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Vous vous êtes rendu compte un jour que vous dormiez sur un cadavre? Ah, nous avons, c'est vrai, par la suite, nous avons constaté que nous étions couchés comme on pouvait. Vous savez, il n'y avait pas d'aise, nous étions tellement serrés. Et donc, c'est au petit matin que je me suis rendu compte, ainsi que mon frère Robert, que nous étions couchés sur un cadavre. On s'étonnait pendant la nuit qu'elle accepte et qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne nous repousse pas. Et ce n'est qu'au petit matin que nous constations qu'elle était décédée. Oui. Vous voyez cette horreur infinie. Votre maman va attraper le typhus. Vous allez survivre. Malgré tout, chaque jour, un camion amène les cadavres, ou alors amène certains déportés, parfois les plus faibles, à la mort, ou voire même à des expériences médicales. Vous savez, le premier matin, en assistant à l'appel, nous apprenions que nous étions dans ce terrible camp qu'on a appelé le camp de la mort lente, c'est Bergen-Belsen. Et donc, il y avait une épidémie de typhus dans ce camp. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient et l'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. C'était une vision dantesque. Et ces charrettes allaient ensuite emmener leurs macabres
contenus dans et les déverser dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là, cette odeur épouvantable de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Nous l'avions senti en arrivant un peu à l'avant du camp. Le reste du trajet, nous l'avions accompli à pied, mais nous sentions déjà cette odeur épouvantable qu'on ne savait à quoi attribuer. Ce n'est qu'une fois sur place que nous constations. Oui. Et donc, maman, malheureusement, a très vite contracté cette horrible maladie. Le typhus a été emmené au Révire. Et pour nous, les 3 petits-enfants, eh bien, nous sommes restés seuls dans le camp. Ça nous manquait beaucoup, terriblement. Nous étions perdus sans sa présence. Oui. Et cette maman, eh bien, elle va, à un moment donné, vous allez donc ne plus la voir et le camp, un jour, est libéré. Vous racontez comment, avec vos 2 frères, vous allez vous retrouver à l'hôtel Lutetia à Paris, oui. Vous savez, seul. D'où le titre, n'est-ce pas, du livre « Nous ne sommes rentrés que seuls », voilà. Parce que maman a été emmenée à l'hôpital, on l'appelait le Révire dans l'Incan, a été emmenée au Révire, et comme je vous le disais, la libération s'est faite sans elle, et nous étions attristés. Avec beaucoup d'efforts, de peine, nous avons atterri dans une gare. Auparavant, nous devions porter le petit frère, Robert, mon frère, qui n'avait qu'1 an de moins que moi. Nous chargeons de notre petit frère pour l'emmener dans cette gare où nous retrouvions des wagons à bestiaux. C'était inadmissible pour nous de rentrer en France en wagon à bestiaux. Et puis, le voyage du retour a duré longuement. Et lorsque les voies ferrées étant souvent bombardées, et puis nous nous arrêtions chaque soir dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Et lorsque nous sommes arrivés à Paris, des camions nous attendaient pour nous mener à l'hôtel Lutetia. Et c'est un souvenir impérissable pour moi parce que je voyais toutes ces déportés qui retrouvaient leur famille, qui s'embrassaient, riaient, pleuraient à la fois. C'était des scènes si touchantes. Puis ces familles emmenaient ces déportés chez elles. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, surtout quand je témoigne, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être enfin en France. Mais en même temps, nous étions très tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles et nous pensions être orphelins. C'était très dur. Et la Croix-Rouge s'est occupée de nous et nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Oui. Et votre papa, vous n'allez jamais savoir où il repose? Jamais. Je suis allée à plusieurs reprises. Vous savez, les déportés, nous nous rendions dans des camps de concentration en compagnie d'élèves et d'enseignants. Donc, je suis allée à plusieurs reprises à Ravensbrück, à Bergen-Belsen, à Buchenwald, à Auschwitz aussi, bien entendu. J'ai essayé à Buchenwald de savoir où papa, le corps de papa se trouvait. Jamais on a pu me renseigner sur ce point-là. Mais vous savez, j'ai quand même un petit baume au cœur parce que j'y suis allée une année avec bien des élèves, un quart entier d'élèves, 60 élèves et des enseignants. Et après mon récit, ces enseignants ont fait graver une plaque au nom de papa que nous avons apposée au musée de Buchenwald. Et je me dis, cela prouve que papa a enfin existé. Sinon, il serait disparu sans savoir qu'il a même existé. Oui. Là, c'était la preuve qu'il a existé. Et je suis très fière de cette plaque. Les élèves avaient chacun une rose qu'ils ont déposée au pied de la plaque. Oui, dans ce livre, vous racontez, Lily Keller-Rosenberg, l'arrestation. Votre papa,
maman qui était couturière à Roubaix, et vous racontez comment ils vont se déclarer juifs, parce qu'il faut se déclarer, ils le font sans savoir le risque. C'est certain. Et vous portez l'étoile jaune, toute petite fille. Ah oui, nous devions la porter à partir de l'âge de 6 ans. Donc Robert et moi, nous la portions, ainsi que nos parents, bien sûr. Mon papa, en brave citoyen, Oui. il fallait se faire recenser. Il y est allé, ne se rendant pas compte de ce qui allait malheureusement Oui. suivre. C'est dans la nuit que ça va Et se c'est en produire. pleine nuit, à 3 heures du matin, que la felle de gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler, et criaient sans cesse « Schnell, los !» Il fallait rassembler au plus vite ce qu'on avait de plus précieux, nos papiers. Mais que prendre? Nous étions perdus de peur. Oui. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André, de 3 ans et demi, a pris un jouet qu'il aimait, son jouet préféré, un petit canard en bois sur roulette. Il a pris son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent brutalement dans les escaliers et dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché qui nous a menés à la prison de Los, près de Lille. Oui. Et ensuite, vous allez donc vous retrouver, vous le dites, humilié, nu, rasé, toute votre famille. Ah oui, ça, c'était à Bergen-Belsen. À Ravensbrück d'abord. Bien sûr, après la prison de Los dans le Nord, nous avons été emmenés comme tous les déportés du Nord et du Pas-de-Calais. Nous sommes passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. Donc nous sommes passés par Bruxelles, la caserne d'Aussin, et de là à Malines où se réunissaient tous les non seulement des Juifs, mais des résistants. C'est, au fond, Malines est l'équivalent de Drancy, en France. Et ensuite, l'on nous a menés au camp de Ravensbrück. Et c'est donc à Ravensbrück, en arrivant, nous sommes allés au Washraum, c'est-à-dire là où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnards, ces robes rayées gris et bleu. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur également en allemand. Vous ne l'oublierez jamais, vous le dites. Jamais. Je n'avais plus d'état civil. Je n'étais plus que le 25.612. Vous voyez, c'est terrible. Nous n'avions plus d'identité, plus d'état civil. Nous n'étions plus que marqués comme des bêtes. Oui, un objet rend l'humanité, une brosse à dents. Racontez cette histoire que votre maman va réussir à trouver une brosse à dents dans le camp. Oui. Contre toute attente, je ne sais comment, maman a pu se procurer une brosse à dents. Vous savez, c'était rare dans le camp, une brosse à dents. Toujours est-il qu'elle s'en est procurée une. Elle connaissait une déportée polonaise qui gravait bien et qui a gravé sur le manche de la brosse à dents une tête de Christ. Et ensuite, cette belle brosse à dents, maman l'a offerte à Geneviève de Gaulle, qui était tellement émue. Et même après notre retour, des années après, elle nous parlait encore de la brosse à dents offerte par maman. C'est une magnifique histoire d'humanité une belle histoire que vous racontez dans ce livre. Et nous sommes revenus seuls. Vous allez témoigner. Steven Spielberg, sa fondation, va vous interviewer. Ce témoignage se retrouve à Jérusalem aujourd'hui. C'est important que cette parole-là reste. Très important. Je veux que le plus grand nombre de gens, de personnes sachent ce qui s'est réellement passé
parce qu'on ne peut pas ignorer de telles ignominies. Il faut qu'on sache que 6 millions, comme je le disais au début, sont morts uniquement parce qu'ils sont nés. Donc il me faut, vous savez, j'ai eu, après tant d'années, après bien des difficultés, cette résilience qui m'a permis de faire face à nouveau, de retrouver de la dignité. Vous savez, la dignité est tellement importante à mes yeux, qu'il nous a été inculquée par maman dans le camp de concentration de Ravensbrück. Elle nous réveillait. Vous savez, la sirène retentissait à 3h30 du matin. Elle nous réveillait avant l'heure afin que nous puissions faire notre toilette pour garder cette dignité qui nous a servi toute notre vie. Et voilà, et maman, vous savez, nous a donné 2 fois la vie, je dis toujours, à la naissance. Et ensuite, elle nous a sauvés de ces camps où nous étions destinés à périr. Contre toute attente, nous sommes rentrés. Quand les élèves me posent la question, « Madame, mais comment expliquez-vous que vous soyez de retour après un tel régime ?» Et je leur dis, les enfants, c'est la seule question à laquelle je ne saurais répondre. Comment nous n'étions pas des forces de la nature, des petits enfants comme n'importe lequel. Mais vous savez, comme je suis une optimiste et j'affirme, c'est parce qu'il était écrit, les enfants, quelque part, que je devais venir témoigner devant vous. Et je vous assure que j'y crois. Notre retour doit avoir un sens. Il faut donc, comme vous me le disiez, que je témoigne à l'infini, que partout on sache que ça a bel et bien eu lieu, pour que plus jamais, c'était le mot des déportés au retour, plus jamais cela. Et vous voyez bien, ça n'en prend pas le chemin. Mais moi, je veux à tout prix que les jeunes sachent non seulement, mais qu'ils prennent aussi conscience qu'ils sont mes petits messagers et qu'ils devront répondre la bonne parole. Oui, on va entendre une voix, parce que vous le citez dans ce livre. Écoutez, pour se quitter, la voix de Jean Ferrat. Les croyais des hommes n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Merci beaucoup. Lily Keller-Rosenberg, pour ce témoignage. Ça s'appelle « Et nous sommes revenus seuls ». On se quitte avec Jean Ferrat. C'est publié aux éditions Plomb. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous remercie également. Qu'importe les ciels, il voulait simplement ne plus vivre à genoux.